Bon, allons-y. Donc, bienvenue à tous pour cette causerie du mois de mai. Aujourd'hui, on va parler des bactéries lactiques dans les aliments, les bonnes bactéries, là, les cultures protectrices et probiotiques. On a la chance d'avoir Émilie Dufossé-Foucault de l'entreprise Biena pour nous parler de ça cette semaine. Donc, Émilie, elle a un bac en immunologie et en microbiologie de l'Université de Montréal et une maîtrise et doctorat en sciences et technologies des aliments de l'Université Laval. Et le sujet de ses études graduées portait sur l'affinage du fromage cheddar. Elle est maintenant déjà depuis 10 ans chez Biena et en tant que gestionnaire en sciences et technologies. Émilie est quand même bien connue de plusieurs de nos fromageries qu'elle supporte pour toute leur application de ferment dans leur entreprise. Donc, nous remercions chaleureusement Émilie de venir nous parler de ce sujet-là cette semaine. Ça fait plaisir. Je vais juste donner les instructions Oui, ici. oui. Donc, pendant la causerie, on vous demande de garder votre micro à mute, potentiellement d'arrêter le partage de la vidéo. Vous pouvez intervenir pendant les questions qu'on va avoir à peu près à toutes les 15-20 minutes de présentation. Il va y avoir une période de 10-15 minutes de questions. Donc, on va fonctionner en 3 blocs, comme à l'habitude, puis toujours intercalés par des périodes de questions. Donc, si vous voulez retenir vos questions, vous pouvez les poser soit par le chat ou en levant la main. Et je vais essayer de respecter l'ordre pour proposer des questions à Émilie. Donc, c'est pas mal ça. Je pense qu'on a fait le Parfait. tour. Je vais te laisser la parole, Émilie. C'est à ton C'est tour parfait. de nous Je parler me de cette... lance. C'est bon? Donc, Merci. bonjour tout le monde. Merci Maryse pour cette gentille présentation de ma personne. Maintenant, je vais juste vous parler un peu de la compagnie Biena. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, on a fêté notre 27e anniversaire le 26 avril dernier, il y a quelques semaines. On est une compagnie de 65 employés basée à Saint-Hyacinthe, littéralement dans la cour du CRDA. On fabrique et on distribue des ferments lactiques et des cultures probiotiques. En fait, nous, on fait tout depuis la fermentation jusqu'aux produits finis, qui sont vendus dans 27 pays, principalement aux États-Unis, mais dans tous les pays d'Amérique, d'Europe et plusieurs pays d'Asie aussi. On a notre laboratoire R&D de 8 employés directement ici à Saint-Hyacinthe. Et aussi, on s'occupe du service technique pour tous les clients laitiers et j'ajouterais non laitiers pour les fermentations de type vegan. Évidemment, on travaille aussi beaucoup en collaboration avec le Centre d'expertise fromagère parce que je n'essaierai pas de me battre avec les meilleurs dans ce domaine. Donc, comme elle l'a dit, ça fait pratiquement 10 ans que je suis chez Biena et vous avez ici une jolie photo de moi. Ça, à noter que c'est mes vrais cheveux. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas naturel. Pour ceux qui me connaissent, ils vont comprendre la blague. Donc, ma présentation d'aujourd'hui se déroule en 3 parties, en fait. Donc, je vais commencer par une partie un peu plus d'introduction sur les aliments fermentés, surtout en ce qui concerne la partie microbiologique et puis aussi leur valeur ajoutée. Ensuite, on va parler un peu des probiotiques et surtout de leur application dans les aliments, mais un peu aussi sur leur impact santé en ce qui a trait à l'amélioration du microbiome intestinal. Puis, je vais terminer par ma partie sur les cultures protectrices. Principalement, je vais me concentrer sur les études de cas parce que la question que j'entends le plus souvent, c'est est-ce que ça fonctionne? Donc, on va en parler un peu plus en détail. Donc, commençons tout de suite avec ma première partie sur les aliments fermentés. Euh, Évidemment, comme vous savez probablement, nos ancêtres ont compris très rapidement que la meilleure façon de conserver du lait, c'est de le fermenter. C'est donc la méthode la plus ancienne de conservation des aliments et en plus, c'est biologique. Donc, c'est pour ça que c'est encore très populaire aujourd'hui. Pour faire une fermentation, en fait, ça prend des micro-organismes qui vont entrer dans l'aliment pour agir, dans le fond, sur ces différentes composantes. Il y a différents types de micro-organismes, donc il y en a qui sont déjà présents. Et puis, il y en a qui sont ajoutés. Maintenant, il y a 2 sortes d'ajouts. Il y a l'ajout involontaire. Ça vient généralement de la personne qui manipule l'aliment, parce qu'évidemment, on est nous-mêmes couverts de bactéries. Puis, il y a aussi les ferments ajoutés volontairement. Donc, c'est des ferments qu'on choisit en fait de mettre pour avoir un certain effet. Vous pouvez avoir des bactéries, des levures ou des moisissures qui sont ajoutées selon leurs différentes fonctions que je vais détailler un petit peu plus loin.
Donc, si on parle spécifiquement de la fermentation du lait, le rôle des micro-organismes, ça va être de dégrader les glucides, les protéines et les lipides qui sont les constituants principaux du lait. Inquiétez-vous pas, je ne rentrerai pas dans les détails ici. Le plus important à retenir pour le reste de la présentation, c'est entre autres la dégradation du lactose en lactate, en fait, qui est la cause de la fabrication du fromage pratiquement parce que c'est la baisse de pH qui va permettre la coagulation après des protéines qui sont en deuxième partie ici. Dans tous les cas, la dégradation de ces deux composés-là vont donner différentes composantes qui peuvent être aromatiques, mais qui peuvent aussi avoir des bienfaits santé qui peuvent être importants. Il y en a aussi comme les levures qui peuvent faire du gaz carbonique, ça va nous donner les bulles du kéfir, entre autres, ou bien les trous dans le fromage de type suisse, emmental particulièrement. Puis, vous avez aussi la dégradation des lipides qui est très importante parce qu'il y a certains acides gras, entre autres, qui ont des bienfaits santé particulièrement intéressants, sans compter qu'on ne déteste pas le profil aromatique que les lipides vont donner dans différents types de produits. Je pense au fromage bleu, entre autres. Tout comme moi, j'aime ça. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais bon. Donc, c'est un choix. Donc, chaque micro-organisme a sa fonction là-dedans, puis il va être impliqué dans plusieurs processus tout au long de la fabrication. Puis, il y a des aliments fermentés qui ont plus de micro-organismes que d'autres. Donc, je fais une petite parenthèse sur le kéfir ici, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est originaire de l'Europe de l'Est, spécifiquement le Caucase. Ça reste un produit qui est très populaire dans les pays dans ce coin-là, particulièrement les pays scandinaves. La fermentation aussi se fait par des bactéries lactiques, mais aussi des levures. Et c'est un produit laitier fermenté qui a la particularité, en fait, de pétiller beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est le champagne des produits laitiers. Généralement, c'était historiquement produit par des grains de kéfir dont vous avez une petite image dans le bas ici, là. Puis, c'est un écosystème très complexe de bactéries et de levures retenues ensemble par le kéfirane, qui est un type de polysaccharide. Ça a l'air un petit peu de ça, là, une fois nettoyé, c'est rare qu'on le voit comme ça. Euh, c'est un écosystème extrêmement varié. Puis vous remarquerez que j'ai mis un petit peu en évidence certains micro-organismes. C'est très important parce que ce sont des espèces qu'on est habitué de voir comme probiotiques. Et ça, je vais en parler dans la prochaine partie. Donc, dans le fond, le kéfir peut être une source très intéressante de micro-organismes à haut potentiel. C'est pour ça que j'ai fait une petite parenthèse là-dessus. À noter que ça, c'est l'écosystème traditionnel, donc environ 88 de bactéries pour 12 de levure. Quand on fait un ferment industriel, généralement, on n'essaie pas de reproduire l'écosystème en entier. Donc, on va sélectionner des espèces qui reproduisent les caractéristiques. Ça peut être jusqu'à 12 espèces environ. Le produit qui va en résulter, évidemment, est beaucoup plus stable et a une plus longue durée de vie. On parle de 28 jours par rapport à 3 à 10 jours. Puis, c'est beaucoup plus reproductible aussi d'une batch à l'autre, ce qui est un gros problème quand on essaie de travailler avec des grains. Donc, ça aussi. Maintenant, on va parler un petit peu des micro-organismes qui sont dans la fabrication du fromage parce que ceux-là aussi, en fait, ont plusieurs fonctions dans l'aliment et ont aussi beaucoup de potentiel santé. Donc, comme vous savez déjà probablement, quand on fabrique du fromage, on peut choisir en fonction de la température quelles bactéries on veut ajouter. Donc, on a le choix pour acidifier soit en technologie qu'on dit mésophile ou en technologie de type thermophile. Ce ne sont pas les mêmes micro-organismes, en fait, qui vont faire les deux types de fermentation. Puis après, en plus, selon le type de fromage qu'on veut fabriquer, ça se peut qu'on ait besoin de ferments d'affinage. Là-dedans, on a des bactéries de type propionique, des Brevibacterium qui donnent cette merveilleuse couleur rouge ici, mais aussi des levures et moisissures. C'est ces micro-organismes-là, en fait, qui font la croûte du camembert ou d'autres fromages à croûte fleurie, ou bien à croûte lavée aussi. Dans tous les cas, les bactéries et les levures et les moisissures vont agir en fait en synergie pour donner du fromage. Puis, la séquence est très importante. Ici, je vous donne une séquence pour un fromage, en fait, un peu mixte là, de type emmental, où ça, en fait, c'était spécifiquement le comté que j'ai fabriqué moi-même quand je suis allée à Poligny avec le CEFQ. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série d'étapes qui permettent en fait d'atteindre la formation de trous dans un fromage suisse. Il faut vraiment que les étapes soient suivies dans l'ordre. Si jamais il y a une bactérie qui ne fait pas son travail, bien, vous n'aurez pas de trous, vous allez avoir de la post-acidification, puis vous n'aurez tout simplement pas un fromage de type
emmental. C'est vraiment la séquence qui va vous donner, en fait, votre fromage. Donc, maintenant, les bienfaits des produits laitiers fermentés, et là, je parle vraiment des bienfaits qui ne sont pas gustatifs, parce qu'on s'entend que tout le monde adore les produits fermentés ici, mais dans ce cas-ci, on parle de bienfaits santé. Donc, ce qui est connu dans la littérature, en fait, c'est qu'on a une hausse de la valeur nutritionnelle, parce que c'est des produits souvent qui ont une haute teneur en protéines. On parle évidemment du fromage, parce que c'est un condensé de caséine, mais aussi du yogourt grec. Il y a certaines bactéries aussi qui vont fabriquer des protéines pendant la des vitamines, excusez-moi, pendant la fermentation. Donc, ça a un apport nutritionnel indéniable. Pour ce qui est aussi de l'augmentation du temps de conservation, c'est quand même important parce que quand vous avez une production d'acide, comme je disais tout à l'heure, l'acide lactique, on baisse le pH. Généralement, les bactéries pathogènes n'aiment pas trop être dans un pH acide, donc ça fait une barrière en fait à leur croissance. Pareil pour le sel, parce que tout le monde ici qui fabrique du fromage de façon traditionnelle sait qu'on met quand même une bonne concentration en sel. Le choc osmotique fait aussi que les mauvaises bactéries ne vont pas croître. Et puis, quelque chose que je vais principalement parler dans la partie 3 de ma présentation, c'est la production de bactériocines, qui sont des peptides qui sont produits par les bactéries lactiques et qui ont un effet antagoniste avec d'autres bactéries. Donc, ça, c'est plutôt pratique quand on essaye de faire des ferments protecteurs. Et aussi, en termes de bienfaits santé, bien, il y a la protéolyse et la lipolyse du lait, comme j'ai dit, des effets de nouvelles saveurs et de nouvelles textures, mais aussi la relâche de peptides et d'acides gras qui peuvent avoir des bienfaits sur la santé. Ça, je vais en parler un peu plus loin. Donc, le potentiel anti-hypertension, puis aussi pour tout ce qui est santé cardiovasculaire. Donc, il y a vraiment beaucoup d'effets, en fait, santé qui peuvent venir des produits laitiers fermentés. Donc, je vous présente ici mon ami Oscar qui va me servir de modèle pour le reste de la présentation. Moi, ça me rend très heureuse parce qu'en temps normal, chez Biena, c'est moi le cobaye principal de mes expériences. Donc, au moins, là, je vais avoir un peu d'aide pour aujourd'hui. Donc, les produits laitiers fermentés, en fait, peuvent avoir des effets sur plusieurs systèmes, donc système osseux, système neurocérébral, donc tout ce qui est cerveau, système nerveux, santé cardiovasculaire, tout ce qui est immunitaire, donc l'immunomodulation. Puis aussi tout ce qui concerne le syndrome métabolique qu'on appelle donc métabolisme du glucose, cholestérol, gestion du poids. Ce sont tous des effets santé que peuvent avoir les produits laitiers fermentés. Oui. Et maintenant, on va surtout se concentrer sur l'apport de micro-organismes bénéfiques, en fait, dans les produits laitiers fermentés, mais aussi, je vais en parler après, des produits végétaux fermentés. Donc, on se doute en fait que les micro-organismes que j'ai mentionnés tantôt, là, les lactobacilles, les levures, il y a probablement un potentiel probiotique parce qu'ils ont un effet santé, puis ça, on va y revenir pour la définition dans la deuxième partie. C'est un potentiel qui est augmenté dans la matrice laitière. On le voit ici, en fait, j'ai sorti quelques résultats plus précis. Là, on voit certaines souches, en fait, qui protègent contre la colite ulcéreuse, mais seulement s'il est administré dans du lait. Il y a aussi des protéines anti-inflammatoires qui sont produites, encore une fois, en présence de lait parce que les micro-organismes, en fait, libèrent les peptides qui sont, on va dire, emprisonnés dans la matrice laitière. Puis aussi, ils vont produire après l'étape des protéines, évidemment, quand on dégrade, on tombe à l'étape des peptides. Puis, il y a des peptides qui sont dits bioactifs parce qu'ils vont nous permettre d'avoir un effet sur la tension artérielle. Donc, ici, j'ai mis un petit tableau avec des exemples, en fait, de peptides qui sont bien caractérisés puis qu'on sait qui ont des effets santé. Compte tenu de cette amélioration des propriétés du lait, en fait, et des propriétés des probiotiques par la matrice laitière, la question qui vient souvent, moi, c'est est-ce qu'un produit laitier fermenté, c'est mieux qu'un supplément en poudre? Je vais vous répondre rapidement. La réponse, c'est oui. Sauf que malheureusement, traîner du yogourt dans sa sacoche quand il va en voyage, c'est pas tout à fait possible. Donc, les gens apprécient quand même d'avoir l'option de prendre des probiotiques en capsule. Donc, il faut pouvoir couvrir toutes les applications possibles. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de la fermentation des produits végétaux. Donc, eux aussi, les effets santé sont intéressants, mais ils ne sont pas tout à fait causés par le même genre de mécanisme que dans les produits laitiers. Donc, il y a aussi une relâche de métabolites secondaires, mais dans ce cas-ci, tu as certains peptides, mais c'est surtout des pigments et des enzymes qui sont relâchés. On va parler un peu du potentiel antioxydant.
Aussi, il y a des effets qui vont permettre de prévenir les maladies, mais encore une fois, c'est relié surtout au potentiel antioxydant ici. Puis, tout ça est évidemment relié, mais quand tu as une plante, des fois, la bactérie ne va pas dégrader complètement la plante. C'est vraiment plus une libération de composants antioxydants. Puis aussi, c'est une augmentation de la biodisponibilité de ces composés-là, en fait, en modifiant un peu la structure des composés de la plante. Donc, ici, je vous ai mis des exemples d'effets santé qui ont été trouvés par les produits végétaux fermentés. À noter que la bactérie Lactobacillus plantarum ou bien certaines moisissures sont particulièrement adaptées pour relâcher des antioxydants ou bien des composés phénoliques. Ce sont des composés qui vont avoir un effet souvent anti-inflammatoire. Puis il y a différents autres effets santé aussi qui sont un petit peu moins bien caractérisés, là, mais un qui est très, très bien caractérisé, c'est le potentiel antimicrobien. Parce que on sait que les produits végétaux fermentés, en fait, vont changer la composition du microbiome intestinal en favorisant les lactobacilles et les bifidos, ce qui est très important pour plusieurs des effets santé qui vont en découler. Puis il y a aussi quelques études qui démontrent qu'il y a un effet sur le métabolisme des sucres. Donc, ça, c'est un autre effet santé important. Donc, si je conclus cette partie-là, en fait, parce que mes deux autres parties sont un petit peu plus longues, donc on a vraiment beaucoup de potentiel avec les aliments fermentés parce qu'il y a une grande variété de produits et que vous soyez végétalien ou pas, on a toujours des options. Puis il y a des ferments aussi qui peuvent servir à fermenter tous les types de produits. Ça augmente évidemment la valeur nutritive et puis comme j'ai vu, comme j'ai démontré, il y a plusieurs bienfaits sur la santé en général. Et non le moindre, c'est la consommation de bactéries bénéfiques et c'est sur quoi je vais concentrer le reste de ma présentation. Et comme j'ai écrit en conclusion ici, ce sont en fait des aliments fonctionnels parce qu'ils ont vraiment beaucoup de fonctions dans le corps après coup. Donc, Marie, si tu veux Oui. prendre le Mhm. lead ouais, C'est pour les bon, questions. merci Émilie. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, Euh, c'était plus introductif, on va dire. ouais, ben moi, je vais t'en poser. Oui, voilà, lâche-toi lousse. C'est ça. Mais écoute, je ne sais pas si tu vas. Je vais peut-être te sortir un peu de ce que tu as de ce que tu as présenté, mais dans le temps, il y a eu une certaine époque, j'étais pas mal au courant de la réglementation, mais ça fait longtemps. Je ne sais pas si tu pourrais nous mettre à jour sur ce qu'on a le droit de dire sur un emballage par rapport aux probiotiques. C'est quoi qu'on a, où est-ce que ça en est, là, ça, là, puis, Je ouais. te dirais, ça s'en vient dans les prochaines diapos parce que j'ai Ah, fait une OK. belle section OK. réglementaire. C'est bon, super. Ben, Oui, on va garder ça pour ça, oui, oui, d'abord. oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais. C'est bon, tu mis dans mes Ouais. pensées. Oui, oui, Puis, la pensée de tout le monde, probablement. puis entre les effets santé d'un lait fermenté versus un produit végétal fermenté, est-ce que un ou l'autre, là, tu as parlé plus des antioxydants pour les Ouais. végétaux, Mhm. sais-tu les différences majeures des bienfaits santé, un par rapport à l'autre? Je vous dirais que, comment je peux dire, selon moi, il va y avoir plus d'effets santé qui viennent des produits laitiers parce que la matrice laitière se prête beaucoup à être, on va dire, décomposée. Puis vraiment, les peptides puis les acides aminés qui en résultent sont vraiment très, très bien caractérisés comparés aux produits végétaux. Les produits végétaux, ça a l'air un petit peu plus compliqué, en tout cas pour les bactéries, là, à consommer parce que la bactérie va manger le sucre. Ça, il n'y a pas de problème. Elle va adorer ça. Mais après ça, la plupart des bactéries qu'on a ne sont pas nécessairement génétiquement pourvues pour aller bouffer une plante en bon québécois. Donc, c'est pour ça que je parlais de libération comme un petit peu moins. C'est moins complet. Tu sais, je veux dire, tandis que quand tu as un animal à base de lait, tu as vraiment un bris là, tu sais, de tes protéines puis tous tes composés. Dans le cas des produits végétaux, de par mon expérience, comme par exemple si tu essaies de fermenter, je ne sais pas moi, du chou, si tu n'as pas un peu de sucre, bonne chance. Tu Mhm. sais, les bactéries ils ont un petit peu plus, sont pas conçues nécessairement pour ça. Donc, Sachant que selon le moi, lait est un produit aussi plus complet que oui, toutes les protéines, c'est contrairement ça. aux plantes, c'est pas aussi complet. Donc, Ouais. C'est ça, évidemment, je n'essaie pas de dénigrer les produits végétaux ici, là, mais en termes de potentiel santé, moi, je vois ça vraiment comme une source d'antioxydants. surtout. Mais le corps humain est
plus à même de dégrader une plante, disons, mais même là, pas au complet. Là, on sait que une grosse partie passe en fibre, donc Mhm. directement dans la toilette, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec les produits à base de lait animal. Là. Parfait. Ouais, Bon, ben écoute, ouais, notre audience, c'est tranquille pour l'instant. Fait que je vais te laisser aller, comme ça, si c'est on va pouvoir correct. déborder ces autres sections, Oui, ben, peut-être. c'est un petit peu ça mon intention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stock dans Yes. les 2 prochaines sections. Parfait. Donc, ben, tu sais, je vais juste faire l'introduction ici. Là. Donc, en fait, c'est que je vais justement parler du microbiome intestinal par rapport aux probiotiques, puis aussi de l'application directe des probiotiques dans les aliments dans la prochaine section. Donc, je sais que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc, petite parenthèse ici sur le microbiome intestinal. Donc, c'est un ensemble de micro-organismes, en fait, puis vraiment beaucoup de sortes de micro-organismes, incluant des virus, qui sont répartis tout le long du tractus gastro-intestinal. La composition va varier beaucoup d'un individu à l'autre et aussi à différents stades de la vie. Il faut comprendre que quand un bébé naît, il n'y a pratiquement pas de microbiome dans son intestin. Donc, la première source de microbiome qu'il va avoir un contact avec, ça serait soit par le lait maternel ou soit par les formules pour bébé. On dit généralement que c'est mieux de donner au bébé la méthode la plus naturelle possible, c'est-à-dire l'allaitement. Pourquoi? C'est non seulement à cause du contact avec les micro-organismes qu'il a besoin pour former son microbiome, mais aussi d'un point de vue immunitaire, parce que par le lait maternel, il y a beaucoup de composantes immunitaires qui sont passées directement au bébé. Euh, Ensuite, si le bébé est né par césarienne, ben ça, c'est délétère en fait pour son microbiome parce qu'il n'y a pas le contact avec le microbiome vaginal de la mère qui est très important dans le développement. Ensuite, à mesure que l'enfant va grandir, ben, il va être exposé à, dans le fond, tout son environnement. Il va prendre des antibiotiques. Ça, c'est très, très mal, là, sur des enfants en bas de 2 ans particulièrement. C'est pas très bon pour le développement du microbiome. Ensuite, il va se mettre à manger des aliments solides. Donc, la diète va avoir un impact aussi sur le microbiome à l'âge adulte. Et plus on vieillit, plus, dans le fond, l'impact de l'environnement s'accumule. Puis là, on commence à, dans le fond, perdre de la diversité de microbiome qu'on aurait acquis au début de la vie. Donc, le type de diète, évidemment, c'est très, très clair qu'il y a un effet sur le microbiome, mais aussi la géographie. Dépendamment de quel pays tu viens, ton microbiome risque d'être quand même assez différent. Puis, il ne faut pas oublier que le gros du microbiome est dans le côlon, donc dans le gros intestin, mais il y a quand même une certaine population aussi dans le reste de l'intestin qui demeure, mais le gros du mécanisme d'action des probiotiques se passe dans le gros intestin. Donc, je vous représente Oscar. Donc, Oscar, oui, a bien mangé ses aliments fermentés, mais malheureusement, il est très stressé. Donc, il y a beaucoup d'effets, en fait, qui peuvent venir d'un problème avec son microbiome, donc de toute l'accumulation des facteurs environnementaux. C'est un peu l'inverse de ce que je vous ai présenté tantôt, c'est-à-dire que autant les aliments fermentés peuvent avoir des effets positifs sur à peu près tous les systèmes du corps humain. Si jamais ton microbiome est altéré pour quelque raison que ce soit, je donne encore l'exemple d'une prise d'antibiotiques ou d'une diète, mettons, on va dire ce qu'on appelle westernized, là, donc la diète américanisée, peut causer beaucoup de problèmes différents. Puis ça, il y a quand même de plus en plus de données scientifiques qui le démontrent qu'un microbiome altéré ça cause un problème. Maintenant, la question qui reste encore à se poser, est-ce que c'est le microbiome qui cause un problème ou si c'est le problème qui cause une altération du microbiome? Ça, je ne suis pas encore à 100% convaincu. Probablement que c'est un mélange des deux, dépendamment des différentes conditions médicales. Donc, on parle encore une fois d'un lien avec le système nerveux, le système osseux, même le système respiratoire, tous les cancers, maladies cœliaques, tous les problèmes intestinaux, ce qu'on appelle l'endotoxémie systémique, ça je peux en parler un peu après. Aussi, tout ce qui est syndrome métabolique, obésité, cholestérol, diabète, inflammation. Je vais renforcer un peu le concept de l'inflammation ici parce que si on a en fait un problème avec le microbiome, ce qui se passe généralement, c'est
ce qu'on appelle le leaky gut syndrome. Donc, je ne saurais pas trop comment le traduire, là, mais le syndrome de l'intestin poreux. En fait, qui fait que certains composés qui sont mauvais, entre autres pour comme tout ce qui est relié au poids ou à la résistance à l'insuline peuvent passer à travers l'intestin. Les probiotiques sont connus pour renforcer, dans le fond, les liens qui sont entre les cellules de l'intestin, puis c'est ça qui donne un effet santé aussi aux probiotiques. Donc, tout ça est relié et notre pauvre Oscar ici est en train de souffrir beaucoup, mais on va lui donner des probiotiques, ça va aller beaucoup mieux après. Donc, une petite parenthèse, on parlait de réglementaire ici. Ça, je voulais mettre ça parce que c'est la Conférence internationale sur la nutrition en médecine en 2016 qui a commencé à, dans le fond, parler de comment favoriser la diversité du microbiome et éviter la dysbiose. Donc, il conseille fortement de construire les repas autour d'aliments à base de plantes par opposition à la viande. Je ne pense pas que les produits laitiers étaient trop visés ici. Donc, ils disent de consommer beaucoup de fibres, ce qui est très logique parce que les probiotiques aiment beaucoup les fibres. Ici, ils font une distinction avec les prébiotiques et les fibres. En fait, les prébiotiques, ce sont des composés généralement à base de plantes qui vont aller nourrir les probiotiques. Je pense entre autres à l'inuline, qui est un bon exemple. Mais souvent, les fibres et les probiotiques, ça peut être interchangeable dépendamment. C'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les fibres qui sont prébiotiques, mais les prébiotiques sont des fibres pour la grosse majorité. Ils disent aussi d'ajouter à l'alimentation des aliments fermentés ou des probiotiques. Ça, c'est très, très intéressant dans ce cas-ci parce que c'est notre pain puis notre beurre, en fait. Donc, nous autres, on est plutôt contents quand il y a des directives internationales qui disent aux gens de manger des probiotiques pour augmenter la diversité de votre microbiome. Par opposition, évidemment, ben, il faut éviter tout ce qui est viande rouge, puis tout ce qui est riche en matières grasses, fruits ou bien les additifs alimentaires, ça, c'est vraiment à limiter. Et comme j'ai déjà parlé, en fait, les antibiotiques ne devraient pas être utilisés à mauvais escient. Donc, ça, c'est les nouvelles directives, en fait, puis c'était les premières directives qui sortaient pour améliorer la diversité du microbiome, ce que je trouve particulièrement intéressant. Donc, justement, parlons un peu des probiotiques. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qui ne sera pas la majorité ici, ce qui est un probiotique, c'est cette jolie définition. Donc, ce sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu'administrés en quantité suffisante, vont donner un effet santé. J'insiste sur le vivant ici parce que en ce moment, il y a différentes instances réglementaires qui vont peut-être changer un peu cette définition-là. Parce qu'on s'aperçoit que même administrer de façon contrôlée des probiotiques morts ou du moins affaiblis peut aussi avoir un bienfait santé, particulièrement du côté immunitaire. C'est ce qu'on appelle des postbiotiques. Ça, je n'en parlerai pas ici, mais c'est juste pour dire que ça laisse à penser que la simple présence d'une cellule ou de sa production de métabolites peut avoir un effet santé, ce qui est intéressant d'un point de vue stabilité. Donc, ce qui est important de dire, c'est que même si notre source provient soit du microbiote, parce que moi, quand je choisis de sortir des micro-organismes pour augmenter ma banque de souches, j'ai plus qu'une source possible, mais la principale pour les probiotiques, c'est le microbiote humain. Donc, pour être parfaitement honnête, ma principale source de souches probiotiques, ce sont les employés d'ici qui tombent enceintes et qui accouchent de façon naturelle, parce que s'ils ont eu une césarienne, je ne peux pas rien faire, mais c'est une bonne source de probiotiques. Ou sinon, ben, je peux aussi aller les chercher d'aliments fermentés. Donc, ça aussi, je me fais régulièrement un plaisir fou à prendre des fromages de pays exotiques pour aller chercher des souches. Mais même si je fais ça, on doit quand même aller caractériser leur effet après. Parce que sinon, tu ne peux pas être certain qu'il va vraiment avoir un effet santé. Donc, il y a différentes étapes que je vais décrire un peu plus loin. Donc, au Canada, ici, je mets une petite parenthèse, là, ce qui est dans la monographie de Santé Canada pour la liste des probiotiques acceptés, entre guillemets, ce sont des lactobacilles, des bifidobactéries, Saccharomyces cerevisiae et les lactocoques.
Les autres espèces que j'ai listées ici au Canada ne sont pas acceptées directement, sauf si vous avez des études cliniques qui vous donnent un claim directement sur une espèce, comme par exemple, je sais qu'il y a des streptocoques qui sont acceptés, nous on en a une, mais elle n'est quand même pas monographiée, il a fallu la défendre, en fait, pour avoir le droit de l'utiliser dans des produits. Donc, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on doit essayer, d'un point de vue réglementaire, scientifique, industriel et marketing, de d'essayer d'être le plus transparent possible, en fait, avec le consommateur. Donc, nous, de notre côté, les scientifiques, on essaye toujours de faire la science la plus high quality possible, sauf que l'industrie, après, eux, il faut quand même que les produits soient rentables. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer par moment. Puis après ça, vous avez, dans le fond, tout ce qui est réglementaire qui essaye de protéger le plus possible les consommateurs. Donc, c'est un cercle qu'il faut prendre en considération quand il y a des souches qui sont rajoutées aux monographies. Souvent, il y a des souches qui sont bien connues dans la littérature qui ne peuvent pas être utilisées par l'industrie parce que ça ne passe pas au réglementaire. Donc, c'est quelque chose avec lequel on doit composer souvent. Hein. Donc, on parlait un peu tantôt des aliments fermentés. Donc, la question qu'on se posait, c'était est-ce que les aliments fermentés sont des probiotiques? Bien, la réponse, c'est simplement non. Parce que vous devez savoir quel probiotique ou quelle bactérie est présente et qui fait un effet. Vous ne pouvez pas juste appeler n'importe quel aliment fermenté un probiotique, ce n'est pas permis du point de vue réglementaire, puis même du point de vue scientifique. Faut vraiment que tu saches qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Ben, il faut aller faire une caractérisation. Donc, il y a plusieurs types de produits qui sont considérés comme probiotiques, mais c'est tous des produits qui sont caractérisés. Le plus fréquent que vous allez voir sur les tablettes, mettons, des pharmacies, c'est ce qu'on appelle des... aux États-Unis, c'est la loi des Dietary Supplements. En français, c'est la loi des PSN, donc les produits de santé naturels. Donc, ça, c'est considéré comme des probiotiques, mais ce qui est non défini en termes d'aliments fermentés n'est pas un probiotique. Et on rajoute là-dedans tout ce qui est vraiment consortium bactérien non caractérisé. Ce ne sont pas des probiotiques. Donc, on va parler un petit peu de la nomenclature parce que ça va devenir important. Donc, la plupart des probiotiques sont des bactéries lactiques ou des actinobactéries. Ça, c'est le groupe. Là. On parle ici de la classification du vivant. Pour n'importe qui a eu un cours de biologie, vous allez comprendre très rapidement. Donc, après, vous avez le genre. Donc, ici, on parle de Lactobacillus ou de Bifidobacterium, par exemple, qui sont deux genres de probiotiques qu'on entend souvent parler. Sinon, en termes de levure, vous pourriez avoir Saccharomyces. Non. Donc, les espèces, donc Acidophilus, Casei, Paracasei, tout ce que j'ai listé là sont des espèces. En science, on ne peut jamais écrire une espèce sans mettre le genre devant, au moins avec une lettre majuscule et un point, comme j'ai mis ici. Et après ça, vous avez même des fois des sous-espèces. Donc là, ça commence à devenir compliqué. Donc ça, c'en est une qui est quand même assez populaire. Donc le Bifido animalis sous-espèce lactis. Puis après ça, vous avez le plus important, c'est-à-dire le numéro de la souche. Ça, c'est une souche BNA ici. Parce que quand on fait des études cliniques ou même précliniques sur des souches, il faut toujours avoir le numéro, sinon on ne peut pas savoir laquelle qui est dans le produit. Donc, c'est très, très important. Donc, souvent au Canada, en fait, pas souvent, au Canada, vous devez avoir tout ça décrit. Aux États-Unis, ça peut arrêter. Ils n'exigent pas le numéro de la souche, dépendamment de ce qui est écrit sur le produit. C'est le cas dans plusieurs pays différents. Je vous dirais que d'un point de vue réglementaire, souvent le Canada est gagnant. C'est-à-dire qu'on est un peu plus sévère que les États-Unis, peut-être moins sévère que l'Argentine, mais à peine. Donc, c'est le Canada qui a les meilleures indications sur le produit pour être le plus transparent possible avec les clients. Donc, je fais juste une petite parenthèse ici qu'il y a une revue taxonomique en vigueur. Donc, Lactobacillus, maintenant, il y a plusieurs nouveaux noms. Je ne rentrerai pas dans ces détails parce que ça devient très difficile à gérer. Mais dites-vous que le L point nom d'espèce est encore bon, mais le L ne veut plus nécessairement dire Lactobacillus. Maintenant, ils ont joyeusement rallongé les noms. Donc, c'est pour ça que pour la clarté de la présentation, je n'en rentrerai pas là-dedans.
Donc, caractérisation des probiotiques, donc identification au niveau de la souche. Il y a plusieurs méthodes dont je liste ici. Donc, première chose à faire, il y a des méthodes phénotypiques. Donc, c'est des tests, mettons, de fermentation de différents sucres pour savoir qu'est-ce que la souche aime dégrader. Mais de nos jours, c'est rendu maintenant très, très peu cher de faire un séquençage de génome complet. Donc, on ne se casse même plus la tête maintenant, on fait le séquençage et comme ça, on est certain de l'identification de ce qu'on a entre les mains. On est même capable d'aller jusqu'au niveau de la souche maintenant, donc ce n'est même plus un problème. Maintenant, ce qui est aussi très, très important d'un point de vue réglementaire quand on caractérise un problématique, c'est de réussir à cocher toutes les cases que j'ai mis ici. Donc, il faut s'assurer que le produit est sécuritaire avant même de parler d'efficacité. Donc, on doit regarder la résistance aux antibiotiques. Évidemment, on fait le test directement avec l'antibiotique, mais maintenant, d'un point de vue génétique aussi, on est capable d'aller vérifier s'il y a des gènes de résistance qui sont présents. Heureusement, dans la majorité des souches probiotiques, ce n'est pas trop un problème. Aussi, on regarde les tests de virulence. Encore une fois, on parle de ça, c'est ce que le Santé Canada demande, donc motilité, hémolyse, formation de sport. Dans le cas d'un lactobacille ou d'un bifido, il n'y a vraiment, vraiment pas grand chance que ça arrive. Là. La journée que je vois un bifido qui bouge, je vais être très inquiète. Mais c'est principalement ça qui est demandé par Santé Canada, mais je vous dirais qu'ils ne sont pas très sévères pour les espèces qui sont dans la monographie. C'est juste à titre d'exemple. Après ça, on parle de tests d'innocuité in vivo, donc des modèles, principalement animaux ou humains. Encore une fois, dans le cas des souches qui sont des espèces pardon, qui sont monographiées, il n'y a pas trop de problème. C'est quand on essaie d'amener une autre espèce dans la liste que là, il pose vraiment beaucoup de questions. Puis il faut, le plus important, prouver au moins que la souche est capable de survivre jusqu'à l'intestin, particulièrement l'intestin, dans le fond, le bout de la chaîne, donc le gros intestin, le côlon. Ça vous permet d'avoir au moins les allégations de base qui essentiellement contient des probiotiques. Là. Donc, ça, c'est ce qui est demandé. Après ça, si vous voulez vraiment une allégation ou ce qu'on appelle un claim, ça prend des études cliniques. On ne s'en sort pas. Santé Canada sont très sévères là-dessus. Donc, pour tout ce qui est caractérisé déjà et qui est dans la monographie, on n'a pas trop besoin de se battre, mais on doit quand même fournir toutes les données de base. Donc, parlons à la demande de Maryse, parce que je l'avais vu venir un petit peu de la réglementation canadienne. Donc, les produits alimentaires qui contiennent des micro-organismes probiotiques sont encore classés comme des aliments. Ce qui est logique, vous allez me dire, mais d'un point de vue réglementaire, ça vient avec différents petits problèmes. Donc, une fois qu'un produit en format alimentaire est généré, classé comme un PSN, on tombe dans quelque chose qui a un usage thérapeutique. En ce moment, je n'ai pas trouvé de produit sur le marché qui a réussi à faire ça. Ce n'est vraiment, vraiment pas la norme. On est encore au stade des aliments ici, parce qu'avant de classer un aliment comme PSN, il faut vraiment pouvoir se défendre d'un point de vue clinique, là, puis je ne l'ai pas encore vu au Canada. Ce qui est plus populaire pour la vente des probiotiques et qu'on fabrique beaucoup chez Biena, c'est des formes posologiques pharmaceutiques. Donc, on parle de comprimés, principalement des croquables pour les enfants, ou des capsules. Puis ça, on rentre dans la réglementation des produits de santé naturels. Le terme probiotique doit toujours être accompagné d'une déclaration très, très claire. Ça ne peut pas être faux, ça ne peut pas être trompeur ou mensonger. Donc, c'est là, en fait, que vient l'importance d'avoir des études cliniques pour défendre les allégations qu'on veut mettre sur un produit. Puis, évidemment, comme j'ai dit, ça prend le numéro de la souche pour être capable de faire des allégations, mais dans les aliments, ça n'est pas encore fait. Les claims qui sont permis pour les probiotiques en forme posologique pharmaceutique en ce moment, c'est quand même assez léger. C'est-à-dire qu'ils parlent d'amélioration de la flore intestinale ou source de probiotiques, ça passe assez bien, là. Mais on ne peut pas en fait dévier de ces phrases que j'ai mises ici qui doivent être utilisées telles quelles. Je vous dirais que d'un point de vue réglementaire, c'est plus facile à gérer, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on a le droit d'écrire sur des produits.
Quand on se met à aller aux États-Unis, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus aléatoire la formulation des phrases, ce qui rend la chose plus risquée du point de vue du consommateur. Au Canada, au moins, il ne peut pas arriver de biais ou de problèmes de ce type-là. Non, la dose recommandée par Santé Canada, c'est 1 milliard par portion, pour ceux que ça intéresse, et ça vaut aussi pour les aliments. Donc, ce que j'ai trouvé qui était disponible sur le marché canadien, ici, j'ai mis quelques exemples de produits et vous voyez l'allégation qui est écrite, mais je n'appellerais même pas ça une allégation à ce niveau-là. C'est vraiment plus une allégation de ce que ça contient, en fait. Donc, on peut toujours dire contient X nombre de bactéries. Puis c'est à peu près tout ce qu'il y a en ce moment dans ces produits-là pour ce qui est acceptable au Canada. Donc, ici, j'ai mis 4 produits qui ont la certification Aliments du Québec, puis le Cracker Barrel aussi, qui est un produit canadien. Donc, on a quand même quelques choix, mais en termes d'allégations, c'est assez limité. Oui. Donc, juste une petite parenthèse par rapport aux probiotiques et aux microbiotes. En fait, les probiotiques ne sont pas quelque chose qui va rester dans le microbiote. C'est ce qu'on appelle des touristes, en fait, parce que le microbiote, lui, il est surprenamment assez stable. C'est-à-dire qu'à moins de prendre une dose de cheval d'antibiotiques, généralement, la diète d'une personne ne va pas varier tant que ça dans une année. Géographiquement, c'est rare qu'on va se déplacer, c'est souvent, pour la plupart des gens. Puis la génétique a quand même un certain rôle à jouer. Les probiotiques, eux, vont servir à combler certains trous dans l'intestin, c'est-à-dire si jamais il y a un espace, le probiotique peut aller s'installer là pour un certain temps, mais il faut toujours en reprendre, en fait, pour que le probiotique ait son effet, parce que sinon, il va être éliminé par l'organisme. Ce n'est pas des micro-organismes qui sont tout le temps présents. Donc, c'est ce qu'on appelle transient, là, des transitoires. Il y a à peu près 5 à 15 des espèces dans le microbiome qui sont considérées comme cela. Ce qui est intéressant, c'est que dans les échantillons fécaux, ils sont aperçus qu'il y a 3 bactéries qui sont associées aux aliments fermentés qui sont détectés dans l'intestin. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de survie, puis qui ont probablement eu une action à un moment donné. Donc, ça renforce un peu le fait que pour aller chercher des probiotiques, des fois, c'est une bonne idée d'aller chercher des aliments fermentés comme source, parce que c'est vraiment des espèces qui sont facilement retrouvées. Donc, il faut toujours continuer à en prendre. Donc, vous allez me dire que pour quelqu'un qui vend des probiotiques, c'est une excellente nouvelle, je confirme, mais c'est vraiment parce que les études démontrent que le microbiome ne garde pas les probiotiques, tout simplement. Donc, pour quelqu'un qui veut vendre un produit laitier ou un produit végétalien avec des probiotiques, ben, l'avantage, c'est que les gens doivent continuer à le consommer pour avoir les bienfaits. Donc, maintenant, pour ce qui est des effets santé, et ça, c'est une question qui revient souvent. Oui, je vous ai montré maintenant, vous avez le genre, vous avez l'espèce, vous avez la souche. Il y a quand même beaucoup d'effets santé qui sont liés à l'espèce ou même qui sont présents chez toutes les espèces de probiotiques, que ce soit, mettons, les lactobacilles, les bifidos, les lactocoques ou les streptocoques. Donc, généralement, ce sont des espèces qui sont quand même capables de survivre dans l'intestin, qui vont avoir un effet sur le transit intestinal, donc constipation ou diarrhée ou les deux. Ça, c'est un peu paradoxal, mais dépendamment du type. Essentiellement, les bactéries probiotiques vont stabiliser le transit intestinal, peu importe dans quel sens il allait au départ. Donc, c'est un effet qui est pas mal retrouvé chez toutes les espèces. Toutes les espèces vont produire des acides gras à courte chaîne qu'on appelle des short chain fatty acids en anglais. Ce sont des composés qui viennent de la dégradation des aliments ou qui viennent d'autres bactéries qui sont déjà présentes dans l'intestin, puis qu'eux, ils vont être influencés par les probiotiques pour augmenter la production de ces composés-là qui ont vraiment beaucoup d'effets santé. Entre autres, si on manque d'acide butyrique, c'est un exemple, ça peut entraîner le développement de cancer du côlon. C'est bien démontré. Donc, les probiotiques ont une action par rapport à cette chaîne métabolique-là. Puis aussi, on sait qu'il y a vraiment la modulation du microbiome intestinal. Ça, c'est commun à toutes les probiotiques. Puis la très, très, très grosse majorité vont avoir un effet compétitif avec les pathogènes, ce qui va être important pour développer des cultures protectrices. On y revient.
Après, au niveau d'une espèce spécifique, donc mettons au niveau de Lactobacillus rhamnosus ou Lactobacillus plantarum, vous avez des effets qui sont très, très communs, comme l'antagonisme direct contre les pathogènes, ça c'est souvent spécifique à une espèce. Renforcement de la barrière intestinale, je vais donner Plantarum en exemple, ça c'est une espèce qui a quand même pas mal de littérature qui démontre ça. Métabolisme des acides biliaires, ça aussi, définitivement, Plantarum va faire ça. Activité enzymatique, c'est un peu vague, mais dépendamment du type d'activité, c'est très souvent spécifique à une espèce, ou bien au moins spécifique entre les bifidos ou les lactobacilles. Donc, on est capable, dans des produits, d'avoir beaucoup d'effets santé sans devoir aller très, très loin dans la caractérisation à cause de ça. Puis c'est justement à cause, dans le fond, du premier rectangle que Santé Canada permet de dire que les probiotiques font une modulation du microbiome intestinal parce que c'est assez étudié pour qu'on sache que tous les probiotiques ont ce type de comportement-là dans l'intestin. Maintenant, des effets très, très rares, c'est tout ce qui est souche dépendant. Donc, ce qui concerne les effets immunitaires ou les effets neurologiques, puis il y a différents composés bioactifs spécifiques, entre autres pour l'hypertension. Je vais donner un exemple pour la souche Lactobacillus rhamnosus GG, qui est très connue dans le domaine des probiotiques. Elle, ses effets immunitaires sont extrêmement bien caractérisés. Donc, c'est pour ça qu'on peut. C'est une des rares souches aussi que Santé Canada donne une allégation santé parce qu'il y a assez d'études cliniques. Elle a même 2 allégations, en fait, à 6 milliards et à 10 milliards de bactéries. Une pour la diarrhée infectieuse, puis une pour la diarrhée associée à la prise d'antibiotiques. Donc, c'est une des rares souches qui a ce type d'allégation, point de vue réglementaire. Aux États-Unis, on s'en sort généralement en disant qu'elle a des effets immunitaires généraux parce qu'ils se permettent un peu plus d'être laxistes sur les allégations. Oui. Maintenant, on va parler un peu de la technologie des probiotiques parce que c'est très, très important pour l'utilisation qu'on va en faire. Donc, chez Biena, entre autres, on fait tout depuis la fermentation jusqu'à la fabrication du produit fini. Donc, quand on fait la fermentation, en fait, on fait pousser la souche, on augmente la quantité de biomasse. Ensuite, il faut aller chercher uniquement les cellules parce que quand on fait une fermentation, on a du milieu de culture, qui est ce qui nourrit, dans le fond, les bactéries pendant qu'elles poussent. Mais après ça, on veut l'enlever parce que souvent, les bactéries, quand elles poussent, elles produisent des déchets. Donc, la centrifugation nous permet de les enlever. Après, étant donné que des bactéries liquides, dans une forme liquide, c'est vraiment pas très, très stable, on va aller les lyophyser pour les mettre en poudre, ce qui va nous permettre de les avoir en dormance le plus longtemps possible. Après, on va les broyer, puis on va les emballer, mais les souches, une fois qu'elles sont produites, peuvent être utilisées pour faire différents dosages. Donc, de ce qu'on appelle des dosages dans le domaine, c'est des capsules, des chewables, des sachets. Donc, on peut mélanger les souches ensemble, les emballer, puis ensuite faire les produits finis qui vont être entreposés. À noter que chacune de ces étapes-là a comment dire, des problèmes et des choses qu'il faut prendre en considération. Donc, le milieu de culture est très important. Selon le milieu qu'on utilise, bien, la souche ne sera pas aussi active. Puis aussi, si on change la composition du milieu de culture, c'est très possible que l'activité de la souche va changer, en fait. Donc, côté effet santé, c'est quand même quelque chose qu'il faut toujours considérer. Après ça, la composition des produits qu'on utilise comme cryoprotectant va être très important pour avoir le meilleur compte de cellules possible. Puis, il va être encore plus important à la fin, pendant l'entreposage, pour s'assurer que la souche reste le plus stable possible. Ça, la stabilité, c'est vraiment le cauchemar de n'importe qui fabrique des bactéries. C'est vraiment ce qu'on essaie de maîtriser le plus possible parce que réussir à faire toutes les étapes que vous voyez là, puis se dire qu'on va tuer les cellules à la fin, c'est vraiment frustrant. Donc, le but, en fait, c'est d'essayer de s'assurer qu'elles restent en vie vraiment le plus longtemps possible.
euh, quand on produit les souches, ici, vous avez vraiment une représentation visuelle, là, donc vous avez des cuves de fermentation. Après ça, on concentre soit par nous autres, c'est centrifugation, mais ça peut aussi être par osmose, osmose inverse ou ultrafiltration, quelque chose du genre. Après, on va lyophiliser. Donc, si vous avez une belle photo des galettes de bactéries qui sortent du lyophilisateur, qu'on va aller broyer, en fait, après. Puis, selon l'étape où vous êtes rendu, la façon dont vous la maîtrisez va augmenter de 1 le rendement, parce qu'on veut le plus de solide possible. Ça vient principalement de toutes les étapes de fabrication et de concentration. Puis, c'est ça qui nous permet d'améliorer la stabilité. Puis, évidemment, à mesure qu'on avance, ben, il faut contrôler le plus possible les paramètres environnementaux pendant la fabrication, donc l'humidité, la lumière, c'est tous des paramètres qu'il faut essayer de contrôler parce que sinon la stabilité va être très mauvaise. Donc, des exemples ici de tout ce qui peut influer pendant qu'on fabrique un probiotique, en fait. La tendance du marché, c'est la stabilité à température pièce. Donc, ça, c'est un premier problème. Si on était en réfrigération ou même en congélation, on ne parlerait même pas de la stabilité parce que le problème, c'est que tous les paramètres qui sont après sont liés en fait à la température. Donc, c'est un gros problème. Ici, vous avez des exemples de souches là, en stabilité à 25 degrés. Vous voyez qu'il y en a qui sont plus stables que d'autres, il y en a qui ont vraiment plus de misère. Là. Puis ça, c'est en semaine en plus. Donc, ces souches-là sont vraiment pas très bonnes parce qu'il ne faut pas oublier que la grosse majorité des produits, c'est 24 mois de stabilité qui est demandé. Donc, quand on parle de ça, c'est vraiment, il y a plusieurs souches ici qui passeront jamais. Donc, c'est un paramètre très important. Donc, ça, c'est la température, mais vous avez aussi l'humidité. Donc, nous, notre but par le lyophilisateur, c'est d'enlever le plus d'eau possible. Le but étant d'atteindre une AW en bas de 0,1. Après ça, le type d'emballage qu'on utilise, tout ce que je vous ai dit par rapport à la méthode de production. Micro-encapsulation, ça peut être une option aussi, sauf que ça ne permet pas d'avoir des très hauts CFU. Donc, ce n'est pas toujours intéressant pour nos clients. C'est souche dépendant, malheureusement. Donc, même si vous avez 4 souches de Rhamnosus, ça se peut qu'elle n'ait pas le même profil de stabilité. Tous les ingrédients, la synergie de tout ça est mon préféré, la manipulation par les clients. Et la phrase que j'aime le plus entendre, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment une histoire vécue. Là. Donc, je suis en Floride, j'ai acheté votre produit, je l'ai laissé dans mon char, puis ça a changé de couleur. Yeah. Euh, tu ne peux jamais trop savoir qu'est-ce que les clients vont faire avec ton produit. Puis, malheureusement, c'est un gros problème à gérer. Ouais. Puis, une fois qu'on a réussi à le produire, ben après ça, évidemment, les clients veulent utiliser le probiotique. Donc là, on se retrouve avec un autre challenge, dans le fond, côté stabilité, parce que là, on doit le mettre dans l'aliment. Puis après ça, une fois qu'il est consommé, les souches doivent survivre à l'intestin. Donc, vous avez ici beaucoup de paramètres à considérer. Là. Je vais vous laisser les lire, mais essentiellement, on torture beaucoup les probiotiques. Et il ne faut pas oublier que Santé Canada dit c'est 1 milliard par portion ou ils disent 10 millions par gramme à peu près. Là. Donc, si on veut se rendre là, bien, ça veut dire qu'on a fait beaucoup de caractérisation en arrière pour réussir à avoir une stabilité après toutes ces étapes-là jusqu'au bout. Donc, c'est quand même beaucoup de travail, on ne se le cachera pas, pour avoir des bons probiotiques qui vont dans les aliments aussi. Ça, je vais y revenir. Donc, dans les aliments, il y a beaucoup de choses qui vont affecter la viabilité des probiotiques. Donc, tout ce qui est additif alimentaire, et ça, je ratisse large, vous allez me dire, là, tout ce qui n'est pas, mettons, une protéine. Donc, tous les sucres ajoutés, les sels, les saveurs, les antimicrobiens. Oui, je reviens aux saveurs. Là. Il y en a qui sont vraiment, vraiment pas bonnes pour les souches. Je pense à la vanille. Donc, aussi tout ce qui est huile essentielle. Donc, je vais rentrer les épices là-dedans. Les bactériocines, évidemment, là, si les bactéries s'attaquent entre elles, c'est pas génial. Ce qui peut aider, par exemple, dans un aliment, c'est la présence de prébiotiques. Donc, pour ceux qui font du yogourt, retenez ça. Le sucre et le sel, eux autres, j'ai mis les flèches comme c'est ni rouge ni vert, dans le sens que selon le type de produit, ça peut être bon d'avoir plus de sucre pour réduire la présence de moisissures.
Ça réduit l'AW, donc des fois, ça peut aider la survie de certains probiotiques, mais c'est vraiment du cas par cas. Le sel, c'est pareil. Il y a des espèces qui sont plus résistantes, qui peuvent être un meilleur choix dans un produit salé. Donc, je vous donne comme exemple, souvent les espèces de Lactobacillus casei sont plus résistantes. Maintenant, les niveaux d'oxygène, si vous avez des bifidobactéries dans votre liste de probiotiques, ça se peut qu'elles n'aiment pas trop l'oxygène. Les lactobacilles, c'est moins un problème, par exemple. Donc, souvent, ça va jouer sur l'emballage ou ça va se jouer sur ce qu'on appelle des scavengers d'oxygène, donc des composés qui vont capter l'oxygène. Donc, je donne comme exemple ici l'acide ascorbique. Donc, si vous voyez de l'acide ascorbique dans un produit, c'est probablement pour ça. Puis vous avez aussi évidemment le pH et l'acidité. Donc, tout ce qui est en bas de 4, ça, les probiotiques n'aimeront pas trop ça. L'acide citrique, je fais une parenthèse seulement pour celle-là parce que l'acide citrique, c'est vraiment pas une espèce acide qui est très plaisante pour les probiotiques, donc c'est à éviter. Ici, je vous donne des exemples de viabilité dans le temps pour différents types de fruits, en fait. L'orange, l'ananas, surprenamment, ça va assez bien malgré qu'il y ait un peu d'acide citrique. Par contre, le pamplemousse, c'est un tueur. Donc, probablement parce que lui, dans ses espèces acides, il y a plus d'acide citrique par rapport à d'autres types d'acides. Il y a certains composés phénoliques aussi, paradoxalement, qui sont vraiment pas adaptés à la présence de probiotiques dans des produits. Donc, tout ce qui est fraises, je donne pomme grenade aussi parce qu'il y a quelques yogourts sur le marché que c'est de la pomme grenade. C'est vraiment pas génial pour mettre des probiotiques dans un produit. Donc, quelqu'un qui veut faire, mettons, un yogourt probiotique, il faut considérer tous ces paramètres-là avant de faire un choix. Je sais que la fraise, c'est très, très populaire, là, mais ce n'est pas ton meilleur choix pour des probiotiques. Il faut remarquer que sur le marché, il y a beaucoup de yogourts probiotiques qui sont à l'ananas, puis vous voyez pourquoi ici. Donc, d'autres facteurs, donc les facteurs biologiques, je réinsiste, le choix de la souche, parce qu'on veut savoir si la souche à la base est résistante aux conditions environnementales, puis il ne faut pas qu'il y ait d'antagonisme avec votre ferment d'acidification, donc ça doit être testé. C'est pour ça que souvent, quand on vend un probiotique, j'aime bien vendre le ferment d'acidification aussi. Il ne faut pas oublier que certains produits ont un microbiome naturel qui peut avoir un effet antagoniste avec les probiotiques. Certaines enzymes aussi, si vous avez un produit qui post-acidifie beaucoup, les probiotiques, ça ne sera pas très approprié. Puis il y a aussi des micro-organismes d'altération ou pathogènes qui peuvent nuire au maintien des probiotiques dans un aliment. Et les facteurs physiques qu'il ne faut pas oublier, ben, tous les paramètres de fabrication de la souche vont jouer. Température de fermentation de mettons, votre yogourt. Ils ne vont pas adorer aller au-dessus de 43 degrés. Donc, les gens qui fabriquent à 45 degrés, il faut choisir les espèces en conséquence. Acidophilus, souvent, les espèces sont plus résistantes, mais là, c'est très, très souche dépendant, l'acidophilus. Donc, c'est à vérifier. Après ça, pour tout ce qui est, si vous voulez des bifidos dans votre produit, votre acidification doit rester en bas de 40. Peut-être bifidolactis, vous avez une petite chance et c'est pour ça que vous le voyez assez souvent dans les aliments, celui-là. Après ça, ça va jouer sur la température d'entreposage. Évidemment, on y va le plus bas possible. Et si vous avez encore de l'oxygène résiduel, ben, c'est là que vos bifidos vont être particulièrement affectés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la viabilité dans les aliments si on ne veut pas tout changer notre process? Ben, selon justement les paramètres à considérer, si vous avez un pH plus bas, ben, vous favorisez les espèces les plus résistantes. C'est à tester, mais c'est un exemple ici que je donne. Puis aussi, bizarrement, pour ce qui est de la survie dans le tractus gastro-intestinal, si vous voulez que une souche se rende le plus loin possible, en fait, puis ait vraiment un effet sur votre client. Le yogourt aux fruits semble être une bonne façon, en fait, de s'assurer qu'un probiotique se rende. Donc, c'est particulièrement efficace côté s'assurer que les souches adhèrent bien au côlon pendant qu'elles y sont. Évidemment, comme je l'ai dit, il faut continuer à en manger, là, mais ça a l'air d'être un très bon vecteur, en fait, pour les probiotiques, pour les aider à traverser tout le tractus gastro-intestinal. Puis la crème glacée aussi, c'est une autre bonne méthode. Ça aide vraiment à la résistance à tout ce qui est acide gastrique.
Donc, ce sont des bons produits pour s'assurer d'avoir des probiotiques bien en vie. Oui. Donc, puis aussi, je vais rajouter le choix de l'emballage. Donc, comme j'ai dit, il faut penser à tout ce qui peut capter l'oxygène ou ce qui peut le bloquer. Donc, il faut favoriser des matériaux qui sont moins poreux. La vitre est particulièrement efficace, sauf que généralement, les gens n'aiment pas trop travailler avec de la vitre parce que c'est compliqué côté production. Puis tout ce qui est justement capteur d'oxygène, ça va être moins coûteux que d'utiliser des pots en vitre, là. Ceux qui fabriquent le savent. Ouais. Sinon, la poudre de lait est surprenamment efficace dans les produits laitiers pour protéger les bactéries de toutes les variations environnementales. Et j'en ai parlé un petit peu tantôt, les prébiotiques, c'est un substrat qui est utilisé par les micro-organismes qui ont des effets bénéfiques. Donc, un exemple ici, les hydrolysats de caséine peuvent augmenter jusqu'à 4 fois la survie de Bifidolactis, ce qui est quand même pas négligeable. L'inuline aussi a augmenté la survie de 55% après 4 semaines de bifidobactéries. Donc, c'est vraiment une bonne façon de s'assurer qu'on a une meilleure survie de nos probiotiques dans nos aliments. Non. Puis, dans ce cas-ci, ce que vous fabriquez, en fait, c'est un symbiotique parce que vous avez un mélange de pro et de prébiotiques. C'est très intéressant. Oui. On va parler un petit peu très rapidement de l'encapsulation parce que je me le fais demander souvent, est-ce que les probiotiques micro-encapsulés sont meilleurs? C'est sûr que vous allez augmenter votre stabilité, mais ça nécessite beaucoup d'optimisation, puis vous avez très peu de concentration de cellules à la fin. Donc, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon d'atteindre votre but. En fait, il faut vraiment que ça soit ciblé pour l'aliment avant de s'embarquer là-dedans. Donc, une petite parenthèse en étude de cas ici, je vais parler de la souche WCFS1 qui est produite chez Biena. C'est une souche qu'on a eu la chance, en fait, d'acquérir de NISO, qui est un très, très gros centre de recherche aux Pays-Bas. Qui essayait en fait de vendre la souche à une compagnie avec un intérêt très, très scientifique. Donc, c'est une souche qui a eu plus que 200 études de faites dessus. Elle est particulièrement étudiée pour son potentiel dans les aliments. Puis, elle a un potentiel clinique en termes de santé gastro-intestinale, immunitaire. Puis, on voit quelque chose aussi côté syndrome métabolique. Donc, c'est une souche qui est très intéressante, qu'on produit ici avec toutes les certifications imaginables. Donc, quand on l'a eu, on nous avait fortement suggéré de l'utiliser dans les aliments. Donc, moi, pour mon amusement personnel, j'ai décidé de la mettre dans le lait pour voir comment elle réagit dans le temps. Puis, ce qu'on s'apercevait, c'est qu'elle est particulièrement stable, en fait, jusqu'à 42 jours. On n'a pas de baisse du CFU. Puis, de façon très intéressante, j'ai essayé de la torturer pour voir si elle allait finir par acidifier le lait et la réponse, c'est non. C'est-à-dire que je l'ai mis à 37 degrés pour 24 heures dans du lait, puis ça acidifiait pas, mais pas en tout. Ça veut dire que c'est vraiment intéressant pour la mettre dans un produit laitier parce qu'elle ne va pas acidifier. Donc, qui dit pas d'acidification dit pas de modification de ta matrice laitière. Donc, quand tu veux un lait probiotique, c'est vraiment très intéressant. Puis après ça, ben, on est allé faire une étude un petit peu plus poussée. Donc, on a essayé différentes doses de bactéries de 1 à 10 milliards par portion pour voir, j'essaie de voir en fait, est-ce qu'il va en rester à la fin de la durée de vie du produit ou si ça ne fonctionne pas, là. Puis on a fait tous les tests organoleptiques. Donner un exemple ici des résultats dans le yogourt. Donc, on s'est aperçu que la souche, en fait, il y avait une petite différence de fermeté, mais dans un sens positif, c'est-à-dire que la souche fait que le gel est plus ferme, donc c'est très intéressant. Par contre, il n'y avait pas vraiment de différence avec la viscosité. Puis il n'y avait pas de changement point de vue organoleptique, donc ça, c'est intéressant. Donc, on est allé après ça la mettre dans le kéfir, qui est quand même très acide. On parle d'un kéfir ici qui était à 4,2 pour voir si la stabilité va être bonne. Donc, si vous voyez en fait la différence entre le kéfir fait avec WCFS1 puis un ferment de kéfir traditionnel, donc on voit que le compte de lactobacilles en bleu est beaucoup plus élevé. Puis ça, c'était dans le lait, mais on l'a aussi fait dans le lait de soya. Parce que le lait de soya, c'est quand même assez stringent, là. Il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes à manger pour un plantarum là-dedans. Puis, on a quand même réussi à avoir un beau compte bactérien. Puis, dans le fond, j'appelle ça le test ultime, là, la torture totale, on l'a mis dans le jus d'orange. Puis,
même je veux dire, on n'a pas eu vraiment de baisse du CFU très importante dans le temps, ce qui nous laissait à penser que c'est une souche vraiment qui est appropriée pour toutes les applications alimentaires. Donc, c'est pour démontrer que quand on a une souche qui est efficace, on a quand même un beau potentiel là, dans les aliments avec les probiotiques. Donc, je vais conclure cette section en disant que le plus important, en fait, dans le domaine alimentaire, ça va être la stabilité de la souche et ça va nécessiter, en fait, des études parce que tout ça est souche dépendant. Mais selon moi, si on est capable de combiner, dans le fond, une fermentation industrielle avec des probiotiques, on se retrouve non seulement qu'un aliment fonctionnel, mais en plus un aliment fonctionnel par excellence parce que vous allez chercher tous les avantages que vous pouvez aller chercher. Donc, ça conclut ma deuxième partie. Donc, Maryse, je Oui, te laisse t'amuser. merci, Émilie. Écoute, Émilie, là, on est déjà rendu à 3 heures. Fait que tu as fait Ouais. vraiment une longue deuxième partie. Oui, la troisième est plus courte. Là, je ne vois pas de questions pour l'instant. Fait que je vais peut-être garder mes questions pour la fin, oui, de ta parfait. troisième, juste pour être certaine que tu sois en mesure de. Mais tu sais, garde en tête que là, il nous reste pas plus que 30 minutes pour. C'est parfait. On peut laisser des interventions un petit peu. Là. Je ne vois toujours pas de questions. Fait que, Si on peut avoir la question sur le probiotique? oui, OK, mais je ne vois pas. Je vois-tu, est-ce qu'il y a une main levée? Je ne la vois pas. C'est-tu parce que je me regarde? Je n'ai pas levé mes mains, excusez-moi. Allez-y, posez-la votre question. Oui, on va vous en laisser une. En fait, bon, selon la présentation, selon moi, il me semble qu'il n'existe pas les bactéries qui font deux autres en même temps. Ça veut dire que fait fermentation et on peut faire des déclarations de probiotiques en même temps ou non. C'est pas que ça n'existe pas, c'est plus que du point de vue réglementaire, faut pouvoir dire que le probiotique fait quelque chose. Les ferments d'acidification, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des souches à l'intérieur qui sont probiotiques. Mais s'ils ne sont pas caractérisés, ça ne compte pas en bon québécois. Okay. Donc, c'est ça. C'est pas parce qu'il n'y a rien dedans. C'est bon pour la santé quand même. C'est juste que c'est pas caractérisé, donc c'est pas un probiotique de par la définition. D'accord. Deux petites questions sur le lactobacillus plantarium. Oui. Votre produit, c'est en forme de congelé ou en forme de poudre? Poudre lyophilisée. Poudre. Oui. Lyophilisée, parfait. Okay. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Parfait. Vas-y, Émilie. J'enchaîne, parfait, sur les cultures protectrices et je vais sauter le plus rapidement possible dans le vif du sujet, c'est-à-dire les études de cas, parce que c'est ça qui intéresse. Juste une petite intro ici pour dire qu'on doit trouver des solutions clean label pour les produits parce que la réglementation nous permet de moins en moins d'utiliser des antibiotiques ou des antifongiques. Donc, c'est pour ça que les cultures protectrices sont à la mode et on prévoit une augmentation de 21,5 % de la vente des cultures d'ici 2028. Donc, c'est quand même un marché très intéressant pour quelqu'un qui vend des bactéries. Les effets protecteurs des bactéries lactiques viennent de différents aspects. Le premier et non le moindre, c'est l'occupation de l'espace parce que s'il y a une bonne bactérie qui prend la place, le pathogène ne peut pas s'implanter. Parce qu'un pathogène, souvent, c'est opportuniste. Tu y enlèves la chance, il ne fera rien. Aussi, les bactéries lactiques vont aller compétitionner pour les nutriments. Donc, ça encore, étant donné que les pathogènes, ce n'est pas très, très solide, en fait, ça va vraiment les bloquer. Puis, une autre façon que les bactéries lactiques vont agir, en fait, c'est la production de molécules inhibitrices, donc qui vont aller directement attaquer les bactéries qu'on ne veut pas ou les micro-organismes qu'on ne veut pas, comme dans ce cas-ci, des belles petites photos de moisissures qu'on n'aime pas du tout. Donc, comme je vous ai dit, plus tôt, en fait, c'est que oui, les bactéries lactiques jouent sur le goût, font du bon fromage et tout, mais il ne faut pas oublier que d'un point de vue de la bactérie, elle s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'elle, son but dans la vie, c'est de rester en vie, faire du fromage, c'est pas dans sa talle. Okay? Donc, elle veut essayer de survivre, donc elle a des mécanismes de défense. C'est pour ça, en fait, qu'elle produit différents types de molécules. Comme celle-ci, en fait, l'acide lactique est un mécanisme de défense. Puis aussi, vous avez plein de différents types d'acides. J'ai mis en exemple l'acide caproïque qui vient du lait de chèvre, l'acide butyrique, j'en ai parlé un peu, diacétyl, c'est ce qui donne le goût de beurre. Donc, pour nous, ça goûte le beurre. Pour elle, elle se défend avec ça. Donc, c'est
faut pas oublier, la bactérie, elle, faire de la fermentation, ça ne vient pas naturel. Donc, ici, je vous ai mis un joli tableau avec les différentes classes de composés de type bactériocine. Je ne le lirai pas, mais au moins vous l'avez parce que vous allez avoir la présentation après. Maintenant, la question qu'on me pose souvent, est-ce miraculeux? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que les cultures protectrices ne peuvent pas agir seules. Ce qu'on fait, c'est qu'elles ajoutent une barrière. Mon patron, Gauchan Arora, dit souvent que tu pars avec le lait de la vache et tout ce que tu peux faire, c'est je vais dire en québécois, le scraper. C'est-à-dire que la vache, elle fait déjà un beau lait, tu sais, puis après ça, nous autres, on le sort de la vache, puis tout ce qu'on fait, c'est le détruire. Donc, il faut essayer de mettre le plus de barrières possible. Puis, ça rajoute une barrière, mais si le lait est vraiment impropre à la consommation, on ne pourra pas le réchapper. C'est important de le dire. Comment est-ce qu'on fait une sélection de cultures protectrices, en fait, quand tu vends des cultures? C'est généralement, tu as déjà une banque de souches, donc tu vas essayer de voir si elles ont un effet. Ici, je donne un exemple contre les moisissures. Donc, on fait un test en laboratoire, on met les deux micro-organismes ensemble et on regarde celles qui se combattent ou pas. Donc, ici, avec le petit pouce vert, vous voyez des bactéries qui ont été très efficaces pour tuer une moisissure, tandis que les autres ne l'ont pas été du tout. Donc, ça, c'est des travaux qu'on avait faits. Puis après ça, on va essayer de trouver c'est quoi la concentration optimale de bactéries. Et dans une étude que nous, on a faite, qui est publiée, en fait, on essayait de voir si on avait un effet synergique si on mettait deux bactéries ensemble. La réponse étant oui. Donc, dans ce cas-ci, ça permet de diminuer la concentration de cellules, puis donc de payer moins cher pour ta culture protectrice parce qu'on en met deux ensemble, puis il y a un effet plus rapide quand les deux sont combinés que quand la souche est toute seule. En fait. Donc, c'est une synergie qui est démontrée. C'est la première fois dans la littérature qu'on avait démontré, dans le fond, une synergie avec un bifido. Donc, on était bien heureux de cela. Puis après, la dernière étape qui est très importante, il faut le tester en conditions industrielles. Donc, ici, c'est un exemple qu'on avait fait comme test. Donc, comme vous voyez, le fromage test n'a pratiquement pas de moisissure en surface, tandis que le fromage contrôle, qui n'avait pas de culture protectrice, les moisissures commençaient à pousser. Donc, il y a beaucoup d'options sur le marché. Alors, j'ai été gentille, j'ai mis tout le monde. Donc, nous aussi, chez Biena, on distribue les ferments de la compagnie Saco. Puis, ils ont eu la gentillesse, en fait, de faire énormément d'études en fromagerie. Donc, grâce à ça, je peux vous présenter quelques études de cas, en fait, très, très, très réelles. Donc, je donne un exemple ici pour les psychotrophes. En fait, pas mal tout le monde ici va savoir que les psychotrophes, ça a un gros impact sur la qualité des produits qui sont fabriqués et même la qualité du lait en lui-même. Il y a beaucoup d'espèces qui sont liées à ça. Donc, ça te prend un ferment protecteur qui peut combattre plusieurs différents types d'espèces. Très important. Donc, Saco a une culture pour ça, puis c'est très efficace. Ici, si vous voyez la croissance des bactéries psychotrophes dans le lait cru à 4 degrés, quand tu as le lait tout seul, les bactéries poussent très rapidement en 24 heures, puis en 48 heures, on n'en parle même plus. Tandis que si on utilise le ferment protecteur de chez Saco, la culture, en fait, permet de garder les psychotrophes à une concentration beaucoup plus basse. Puis ici, vous avez un autre exemple avec un lait qui est un lait de prématuration, en fait, donc un autre lait conservé en 48 heures dans une tank de lait. Vous voyez que vous avez en orange ici, avec la culture protectrice, vous avez vraiment beaucoup moins de psychotrophes. Un autre exemple ici, parce qu'il y avait beaucoup d'exemples, j'en ai choisi quelques-uns. Ici, c'était une fabrication de 11 000 litres, en fait. Donc, vous voyez la réduction des psychotrophes en pourcentage. Donc, on a réduit ici de 81 les psychotrophes, puis la culture aussi a permis de réduire de 45 les coliformes. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est pas 100 mais c'est beaucoup mieux que ce que c'était au départ. Une autre étude de cas qu'on peut faire, en fait, c'est la présence de grammes plus. Donc, ça, c'est la peur de n'importe qui, en fait, de voir un fromage avec plein de petits trous comme ça, qui signifie définitivement une présence de coliformes. Donc, ici, vous voyez que Saco a fait une étude, en fait, avec son ferment CPR4P1. Puis vous voyez qu'après 96 heures, on a une réduction de 2 logs en fait du compte total, puis 2 logs des coliformes donc de type E. coli ici. Encore une fois, ce n'est pas 100 mais au moins ça permet d'avoir un fromage qui n'est pas parsemé de trous. Donc, on voit clairement ici l'effet du type de culture protectrice.
Maintenant, Clostridium, ça, c'est un cas très particulier. Ça, personne ne veut voir ça dans une fromagerie. Pour réussir à combattre un Clostridium, ça te prend impérativement une production de molécules inhibitrices. Généralement, c'est des bactériocines de type très, très spécifique. Il y a différentes combinaisons de bactéries qui permettent d'avoir ça. Mais grâce à la culture de Sacco, ici, vous voyez qu'on a réussi dans le fond, à régler le problème des fromageries avec cette culture-là. Donc, il y a quand même un beau potentiel. Un cas aussi qui est problématique, c'est les levures moisissures dans les produits. Dans ce cas-ci, la compétition est plus au niveau des acides organiques, puis aussi la compétition pour les nutriments. Je donne l'exemple, c'est du manganèse. Ça rentre un peu plus technique. Donc, ici aussi, si vous regardez le petit tableau qui est là, vous voyez une réduction des moisissures puis des levures vraiment très, très importantes, surtout les levures. Donc, on passe de 38 000 à 530. Je pense que ça démontre quand même une bonne réduction. Encore une fois, ce n'est pas 100%, mais c'est une grosse amélioration. Ça permet souvent de rallonger la durée de vie du produit, qui aurait probablement dû être déclassé s'il n'y avait pas eu la culture protectrice à l'intérieur. Un autre cas ici c'était l'hystéria. Donc, encore une fois, c'est des productions de bactériocines qui permettent de combattre le listeria principalement. Ici, donc, vous voyez dans le cas ici, c'était une réduction de 1,5 log des Listeria totaux, puis une réduction de 3 logs de Listeria monocytogenes, qui est vraiment l'espèce considérée comme la plus pathogène. Donc, je pense que ça parle quand même d'elle-même. Donc, je conclus, au grand plaisir de Marie, je suis sûre. Donc, essentiellement, les aliments fermentés ont de nombreux bienfaits santé, puis en plus, c'est une source de micro-organismes qu'on peut utiliser pour aller faire des cultures protectrices. C'est espèce dépendant, puis c'est souche dépendant, puis il ne faut pas oublier que tout doit être testé dans les mêmes conditions. C'est pour ça que c'est très important de faire des tests directement en usine. On ne peut pas juste se concentrer sur l'in vitro. Ça ne réglera pas tous les problèmes, les cultures protectrices, mais comme vous avez vu dans ma présentation, auquel vous allez avoir accès après, il y a quand même un excellent potentiel là, pour régler beaucoup de problèmes. Donc, en conclusion, très, très générale, ici, donc, les micro-organismes ont des effets autant sur le microbiome intestinal que sur plusieurs systèmes, en fait. Puis, si on caractérise bien les potentiels probiotiques, c'est facile après d'aller les utiliser pour aller les mettre dans les aliments, en autant qu'ils soient tous testés. Et puis, après ça, on peut s'aider un peu avec les cultures protectrices qui viennent toutes, en fait, de la même bande de souche dans ce cas-ci. Donc, je vais faire quelques remerciements. Donc, évidemment, le CEFQ et mon équipe chez Biena, et je vais aussi remercier mon microbiome pour me garder en vie. Et surtout, n'oubliez pas de supporter les bactéries parce que c'est souvent la seule culture que la plupart des gens ont. Donc, Pas pire. si vous avez des questions. Oui, merci, Émilie. Oui, fait Oui, plaisir. on a une question. Donc, est-ce qu'il existe une culture protectrice pour se protéger des pseudomonas, mais dans une situation de croûte lavée? Je ne verrais pas de problème. L'idée, en fait, c'est que tu veux réduire tous tes pseudomonas. Je comprends la question un peu, là, mais il faut dire que les pseudomonas ou les psychotrophes en général, peu importe où est-ce qu'ils se retrouvent à la fin, ils sont présents, je veux dire, ils sont présents depuis le début. Ils sont dans le lait. Donc, le but, c'est si tu réussis à réduire ta concentration de psychotrophes dans le lait, peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est sûr que ça va aider même au niveau de ta croûte. Là, après ça, si tu as vraiment un problème qui vient d'une autre source, je vais donner l'exemple de l'eau, ça, ce n'est pas une culture protectrice qui va t'aider. Donc, il faut que tu règles ton problème. Ça, le CEFQ peut probablement aider à trouver la source. Oui, c'est Ouais. le genre de travaux qu'il faut chercher souvent. Oui, c'est ça. Ouais, c'est par mon expérience personnelle, oui, il faut que tu trouves ta source. Oui, je cherche. Ouais. Il existe des prébiotiques pour les fromages. Question. Ouh, intéressant. Vite comme ça, je dirais, il n'y a rien qui, comment dire, c'est pas conçu pour ça. Est-ce que ça m'empêcherait de le tester? Non. Dans le sens, peut-être pas pour un fromage de type pâte ferme, là, ça serait impossible à gérer, je dirais, là. Mais pour un fromage peut-être de type tartinable, il y aurait peut-être quelque chose à essayer.
Ouais. As-tu un prébiotique en particulier Quoi, auquel tu ben penses? nous, on ne vend pas de prébiotiques, là. Nous Mhm. autres, on vend vraiment un probiotique, là, mais moi, je me semble que scientifiquement parlant, je me ferais un peu de fun avec l'inuline, là. C'est la première affaire que j'essaierais. C'est ce que je Je- pensais, moi aussi. Oui, c'est ça, ça t'a sûrement allumé une cloche, là, mais c'est ça, moi. Parce que dans les fromages à pâte ferme, le problème, c'est que tu risques de briser ton gel. Je suis Mhm. pas certaine. Je dis pas que je l'essayerais pas, parce que moi, j'essaye tout, là, mais disons que je ferais peut-être pas un test sur un 10 000 litres. Ouais, c'est ça. Quand tu veux faire avec tes antibactériens, tes cultures protectrices, excuse-moi, au Oui, niveau des oui, petits oui. scrotrophes, Mhm. dans le fond, l'idéal, c'est de le mettre dans le lait le plus vite Oui, possible pour pas qu'il se développe. Genre, tout à fait. idéalement, à la ferme. Ça serait magique. Ça serait vraiment Oui. l'idéal, hein. C'est ça Mais que j'ai bien compris. oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ben, en fait, c'est qu'il ne faut pas oublier que SACO, eux autres, ils font principalement leurs tests en Europe, puis beaucoup en Italie, puis en France, puis c'est très fréquent là-bas, la prématuration. Oui. Plus Mais qu'ici. même la prématuration, ceux qui le Ouais. font ici, ils le font à l'usine. Tu Hmm, as souvent déjà 48 heures de passé de ouais. lait, tu sais, quand que. C'est ça. Mais Mm. en Europe, ils le mettent, ça arrive vraiment souvent Mhm. que SACO le fait mettre dans le lait directement avant l'entrée à l'usine de Mhm. fabrication. Puis Mais vu est-ce qu'on qu'il a est quand trop même. tard, mettons, si on essaie de le mettre quand tu le reçois, ton lait, puis ton lait, il y a déjà 2 jours, ça va-tu avoir un effet quand même? Ben, il est jamais trop tard, je te dirais. Mhm. Puis souvent, quand tu le reçois, ça ne veut pas dire que tu l'utilises la journée même. Mhm. Donc, déjà, si tu le mets 24 heures avant, c'est sûr que tu vas t'aider. Ouais. Il va y avoir C'est quand même sûr. une Mais certaine. plus vite, tu sais, mettons quelqu'un qui est sur une ferme là, dans les clients du CFQ, puis Mhm. qui a le potentiel de le mettre tout de suite, moi, c'est Ouais, ça sûr serait que je l'idéal. dirais Mhm. faites-le. C'est ça. Ouais, C'est parce que ça rajoute, encore une fois, ça rajoute une barrière. Mhm. Tu veux la barrière la plus efficace possible. Puis Dans souvent, le fond. en prématuration, tu vas mettre ta température à 10-12 degrés, mais Ouais. celle-là est efficace quand même à 4 degrés, même si tu gardes ton lait à froid Oui, tout le temps. OK. oui. Là, je surveille, je n'ai pas vu d'autres questions. Avant que j'oublie, je vais juste tourner la diapo parce que je sais que On ça n'est pas. s'en vient. Oui, On a le temps. oui, OK. oui. On a Non. encore 10 minutes là, pour Ah, vous c'est poser des bon, j'ai questions. bien Oui, rentré c'est ça. ça. Fait que s'il y en a qui sont inspirés, qui veulent poser des questions, gênez-vous pas, allez-y. Sur n'importe Euh, quelle section, lâchez-vous lousse. mhm. Euh, ta culture protectrice anticoliforme, Oui, elle se met dans le lait au moment de l'inoculation oui, en même temps que les ferments? oui, OK. oui. Puis encore une fois, ça, le plus important, ça va être juste de valider qu'il n'y a pas de compétition avec le ferment d'acidification. Mhm, mhm, OK. Ouais. Parce que souvent, c'est de la production de lysine pour le Mhm. Clostridium. Là, je ne suis pas trop rentrée dans la mécanique, là, mais Non, c'est sûr. pour ceux qui écoutent et qui savent, c'est ça, la lysine, l'affaire, c'est que ça peut des fois aussi attaquer les lactocoques. Donc, il faut s'assurer que les souches qu'on a dans le ferment sont résistantes. Ouais. Oui, puis des fois aussi, les propionibacterium Ouais, sont et affectés ça aussi. peut Ouais. aussi. Moi, le propionique qu'on vend chez Biena, il est très résistant à ça parce qu'on a un mélange de 5 souches. OK. Donc, ça permet un peu plus En tout cas, je le dis ouais. pour Oui. pour les fromagers, des fois aussi, il peut avoir, on peut essayer de lutter contre le butyrique, mais Mhm. ça, Faut pas lutter contre ce qui fait ton fromage, oui, c'est c'est ça, certain. ça peut arriver. Mais Euh, tout se teste. Ouais. Ma petite question sur les Oui, probiotiques, là, je continue de oui, surveiller les questions. oui, bien sûr. Quand on veut faire une étude clinique, mettons qu'on veut dire qu'on a un probiotique dans un yogourt, par exemple, mais Mhm, la même, bon, puis notre souche, c'est une souche que vous avez toutes les études cliniques, mhm, tout est beau, mais on veut l'utiliser dans le fromage parce que j'ai vu tous tes codes, tu sais, que ça peut mhm. être efficace ou pas, puis Oui, est-ce qu'il faut refaire l'étude clinique quand on oui, fait dans un autre aliment? Oui. oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a à peu près personne qui le fait. Parce que Et donc, c'est on ne très peut même difficile. pas dire, même les 4 phrases qui sont vraiment très générales, si Non, on n'a pas l'étude, ben non, pas pas en utiliser, aliment. Pas en aliment. on ne peut pas. Ouais, Tu peux pas. c'est ça. C'est bon pour les PSN, mais pas pour. Ah, on a une main levée. On a une main Oui. levée. Bon, allez-y. Oui, en fait, la question encore sur le lactobacillus plantarum, Oui. c'est en poudre. À quelle étape on pourrait utiliser pour le fromager, pour la production Ben, fromagère? en fait, vous n'avez pas vraiment le choix que de le mettre pendant l'inoculation au début. Parce que sinon, je veux dire, la souche ne pourra pas être bien mélangée là, dans le fromage. Là, si vous voulez vraiment que la souche soit présente dans la masse,
il faut à tout prix mettre ça pendant l'inoculation, en même temps que le ferment, mettons. Ou 5 minutes après, là, s'il y en a qui sont un peu puristes. Avez-vous des claims intéressants pour celui-là? Non, on peut, encore une fois, comme Maryse vient de poser la question, quand tu veux des claims dans un fromage, il faut que tu fasses une étude clinique dans ton fromage. OK, c'est le claim santé, mais... Ben, ça va être le claim contient des probiotiques. Là, dans ce cas-ci, contient Lactobacillus plantarum WCFS1. Ouais, c'est bon, c'est merci. ça. Fait plaisir. Ouais. C'est bon. Puis, est-ce que vous avez déjà essayé, mettons, une souche qui n'a pas passé toutes les étapes là, pour la mettre en capsule? Là, elle n'a pas réussi, elle n'avait pas une bonne viabilité. L'avez-vous essayé dans l'aliment, la vendre comme ferment pour l'aliment? Puis là, Non. ça a fonctionné, non? Non, moi, si elle ne survit pas à tout, je ne l'utilise pas après. Oui, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, la base de notre modèle d'affaires, dans le fond, c'est on vend des cultures probiotiques et des cultures lactiques. Les cultures probiotiques, c'est comme venu après. Comme les cultures protectrices, c'est comme venu après. Il faut qu'elle survive déjà la façon qu'on la fait fermenter, lyophilisée. Si elle ne survit pas ça, je ne la vendrai pas de toute façon. Okay. Généralement, c'est soit une très bonne souche ou soit je ne la prends pas. Non, parfait. C'est sûr que ça demande quand même une certaine gestion d'inventaire de tout ce que ça sous-entend. Ben, on produit quand même 28 souches ici. Pour la vente, là. Donc, puis on a quand même beaucoup d'expérience avec différents types de souches, là, mais celles qui survivent jusqu'au bout, il n'y en a pas tant que ça. T'sais, moi, j'ai une banque de souches de 1000, j'en produis 28. C'est comme ça que ça fonctionne. Parfait. Ouais. Bon, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ah, 28 souches en poudre. En poudre, tout à fait. Oh, oui. Ouais. Parfait. Oui, on fait une joke, là, puis vous me frapperez après. Nous autres, on dit qu'on fait de la poudre ici. C'est principalement notre activité. Ouais. Oui, il y a de la poudre plus payante que d'autres. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas si pire les probiotiques quand même. Mais pas à ce point-là, non. Quand même. C'est bon. Ben, comme Émilie l'a mentionné, à la publication de notre prochaine infolette, c'est certain que d'ici là, la causerie va être disponible sur notre site Internet. Elle va être rendue disponible avec l'enregistrement aussi. Et puis, merci beaucoup, Émilie, d'avoir présenté la prochaine causerie au mois de juin. Ça va être l'effet des suppléments lipidiques qu'on pourrait donner aux vaches laitières sur les propriétés en transformation par la suite, en beurre et en fromage. On va avoir un trio d'experts dans le domaine qui va nous parler de ça. Donc, je vous remercie tous d'avoir assisté. Tu as des remerciements dans le chat, Émilie. Merci très intéressant, c'est ça. Si jamais il y en a qui ont des questions, gênez-vous pas pour écrire à Maryse. Je suis certaine qu'elle va me transmettre. Oui, ou pour contacter Lily aussi par Bienna, il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a aucun problème. Lily ça va nous faire plaisir. Connue aussi dans le domaine, mais plusieurs. Oui, quand même. Les gens m'appellent Madame Bienna quand ils me voient, mais c'est correct, ça fait. C'est bon, parfait. Merci encore, Émilie. C'était une très bonne présentation.